Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage. Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose de découvrir Fanny, your partner, dans l'épisode du jour. Tu verras dans le début de l'épisode que nous avons une relation bien particulière. Mais c'est pas pour ça que j'ai convié Fanny. Fanny est experte en vente sans passer pour un marchand de tapis ou plutôt en vente décomplexée. Je suis sûre que c'est un sujet qui va te parler. Allez, j'en dis pas plus et je te laisse écouter. Hello Fanny, bienvenue dans Wedding Divan. Hello Magali, merci pour ton accueil. Bon alors toi c'est un épisode un peu spécial parce que bon je dis ça beaucoup mais là vraiment pour le coup c'est très très spécial parce que on s'est retrouvés il y a pas longtemps grâce à Fanny l'Esprit qui a posté une story. Oui. Bref, c'est tout que je ne t'ai délire. pas reconnue d'ailleurs au début. J'ai dit ok, je vais lui parler mais je sais pas qui c'est. Mais ce qui est ouf parce que quand même c'était une story parlée. C'est pas comme si je faisais une story écrite et que tu voyais pas mon visage. Oui, c'était une vidéo, ouais. C'était une vidéo et tu ne m'as pas reconnue. Bon, en même temps, j'ai un peu changé puisque la dernière fois que tu m'avais vue, je sais pas quel âge j'avais, mais peut-être 10 ans. Ben voilà, je crois qu'on avait 10 ans exactement. Ouais, exactement. On était dans la même classe. Alors, je sais plus, justement, c'est une question qui m'est venue juste avant l'entretien. Pourquoi j'ai l'impression qu'on n'a pas été longtemps ensemble? T'es arrivée tard, non? Parce que je suis arrivée en CE1. Ouais. Et en 6e, à la fin de la 6e, je suis partie vivre en Angleterre, à Londres. C'est ça. Ouais. Mais il y a eu quand même CE1, CE2, CM1, CM2. Ça fait quand même 4 ans. Oui, mais après, je suis pas sûre qu'on ait été toujours dans la même classe. Je crois qu'on a fait qu'une année dans la même classe, non? Tout le monde s'en fout de ça, mais moi, c'est important dans ma tête pour reclasser les trucs. Mais on a fait la classe de neige. Oh là là! Ah, alors le souvenir. Oui, tout à fait. Ah oui, là j'ai des souvenirs de ça. Ouais, la classe de neige. Ça c'était CM1. Et après, moi je me rappelle que il y avait Madame Gégaud. Tout à fait. En maîtresse. Voilà. Donc CM2 ça. Et ça, c'est peut-être CMD, je sais plus. Mais en tout cas, il y avait une Madame Gégaud et une Madame Truchon. CM1. Madame Truchon c'était CE2. Ça c'est sûr. Voilà, exactement. Bah alors CE2 on était ensemble. Bref, tout ça pour dire que nous étions à l'école ensemble et que nous nous sommes jamais revus quand t'es partie vivre en Angleterre. On s'est reparlé malheureusement l'année dernière pour un événement compliqué, une triste nouvelle, mais sans jamais échanger pour de vrai. Si on s'était dit, il faut qu'on s'appelle comme tout le monde, hein, faut qu'on s'appelle, et on le fait jamais. Et là, Fanny l'Esprit poste une story à moi. Et toi, tu m'écris et je te dis merci, genre en mode merci follower, tu vois. Et donc après, Fanny, une semaine après, repartage une story en disant je vais faire un live avec Fanny, donc les deux Fanny. Et là, je vois ta tête et je fais mais on dirait Fanny avec qui j'étais à l'école. Mais c'est vrai qu'en général, on me reconnaît facilement, ouais. Plus que moi, je reconnais les gens en général, c'est vrai. Et donc, du coup, je clique sur ton profil, je vais voir, mais oui, c'est elle. Mais c'est bien elle. Et donc, je t'envoie un message, un MP, en te disant est-ce que tu m'avais reconnu quand tu m'as écrit la première réponse à ma story? Et là, tu me dis mais pas du tout. Mais pas du tout. Et truc de ouf. Et truc de ouf. Ouais, c'est marrant, hein, comme quoi la vie. Et donc maintenant, tu fais partie d'un projet dont on parle depuis plusieurs semaines qui s'appelle le Challenge Made for Weddings parce que ce que tu fais dans la vie, aujourd'hui en tout cas, c'est un besoin qu'avaient mes clientes. Donc je me suis dit que ça serait cool de t'avoir dans ce projet. Est-ce que du coup, maintenant que j'ai fait une mini présentation de toi pour te dire qu'on se connaît bien, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nous dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as fait un petit peu avant? Ouais. Alors, par rapport à ce que j'ai fait avant, je m'amuse à dire que je suis dans une 3e vie puisque j'étais comédienne et chanteuse pendant une bonne dizaine d'années.
Et puis après, je suis tombée dans le milieu commercial et c'était pas prévu. Donc à 28 ans et ça a duré 11 ans. Donc j'étais responsable commerciale dans le prêt-à-porter. Mais est-ce qu'on peut faire une pause sur chanteuse comédienne parce que je sais pas si tu sais, mais moi c'était un de mes rêves d'être chanteuse. Ah non, je savais pas. Et donc du coup, non, mais en fait on a grave des points communs, alors que je ne m'en rendais absolument pas compte quand on était plus petite. Ouais. Alors tu te souviens pas que je faisais souvent le clown ou des choses comme ça? Je me souviens de ton anniversaire chez toi. Ça, la musique dans la peau. Ouais, oui. Mais voilà. Moi aussi, je faisais ça. Moi, j'adorais faire les spectacles. Est-ce que t'avais eu les trucs, le podcast qui veut rien dire, c'était genre des souvenirs d'enfance. Mais t'avais eu un rôle toi dans les spectacles? Non, j'avais fait. Non, j'ai pas souvenir de ça. Mais c'est ça qui est ouf parce que en vrai, ils prenaient pas les gens qui avaient envie de faire. C'est ça qui me rendait dingue. Oui, c'est vrai. Ça, j'ai un souvenir de ça. En CM1, notamment. Quand c'était la petite sirène. Ah bah là, la petite sirène, moi, c'était le drame de ma vie, la petite sirène. Quand c'était Aurélie, la petite sirène. C'était Aurélie, la petite sirène. Ouais. Moi, je connaissais le dessin animé par cœur. Par cœur, voilà. J'avais des cheveux jusque en dessous les fesses. Je me suis dit, mais je suis la petite sirène, prenez-moi. Je l'incarne, c'est moi. Et non. Je pense que c'est une des raisons qui ont fait que je suis devenue timide après. Ah. Et c'est rigolo que tu partages ça parce que moi j'ai un sale souvenir aussi de ce moment-là. Elle avait T'aurais fait voulu être la petite sirène aussi? Alors non, parce que moi j'avais compris déjà que j'étais brune avec, je sais plus où j'avais les cheveux, mais j'étais brune, etc. Et que la petite sirène, bon, c'était rousse ou blonde, quoi. Mais par contre, la manière dont la maîtresse l'avait fait, et tu vois comme quoi l'éducation parfois qu'on peut voir, le conditionnement qu'on peut voir aussi au sein d'une école, c'est pas toujours la plus évidente, mais ça avait été fait dans un espèce de tirage au sort. Je me souviens plus. Je me souviens juste que c'était le drame de ma vie. Ah, c'était un espèce de tirage au sort, mais fait très bizarrement. Enfin, voilà, c'est des souvenirs vraiment flous. Mais par contre, moi, je vais te dire après ce qu'ils m'ont fait. Après, c'est pas une histoire que c'était toi et c'était plus toi? Non, c'était que en fait, à un moment donné, elle me dit j'ai un rôle pour toi. Et donc moi, j'étais trop contente. Et elle me dit bah tu vas venir changer Aurélie quand elle doit passer de sirène à femme. Donc je viens sur la scène pour lui enlever sa queue et lui mettre sa robe. Voilà, c'est tout. Super Laurent, merci. On était ravis. Et donc là, j'ai eu les boules. Hein. J'en ai pleuré des jours et des jours. Hein. Après, je pense que ça fait partie, tu vois, ce genre de choses. Je pense que tous les enfants, on en vit tous dans l'enfance et ça fait partie. Après dans les souvenirs de ok j'ai vécu ça m'a permis de voir ça, enfin tu vois, quand après on devient adulte et qu'on se dit voilà, il y a des souvenirs qui font que, tu vois, mais donc du coup toi tu voulais quoi comme rôle? Mais j'arrive pas à me souvenir. Je me souviens de la petite sirène. C'était qui Cruella? mais tu vois, je me rappelle pas qu'on ait fait les 101 Dalmatiens. J'ai le souvenir de cette année de la petite sirène. C'est peut-être par rapport à cette histoire de 101 Dalmatiens. Ah non, le tirage au sort, il était pour qui va danser sur le truc là. Qui va danser sur justement encore un matin pour ça, rien. J'avais dansé là-dessus. Eh ben, pas moi. Le tirage au sort, il était là-dessus. Et pas moi. Et là, je me suis dit, mais bon sang, mais bonsoir. Mais moi, j'adore Jean-Jacques Goldman, j'adore danser, j'adore chanter, mais laissez-moi une place. Mais c'est ça, c'est qu'ils prenaient pas les gens qui avaient envie. Bah après, en même temps, ça peut peut-être révéler aussi des enfants qui avaient pas envie et qui se sont découverts un truc aussi, tu vois. Oui, ou alors ça a brimé d'autres enfants comme nous. Clairement. Mais franchement, mais c'est rigolo. Moi, c'était vraiment un truc. J'en ai beaucoup pleuré de ce truc. Ça me donne envie de rebondir pour ceux qui nous écoutent, que justement, ces choses-là qui peuvent paraître insignifiantes dans l'enfance, et ben finalement, c'est ça que, à l'âge adulte, on va appeler des croyances limitantes. C'est ça qui va faire qu'il y a des choses comme ça, des carences qui vont s'installer et qui vont littéralement nous pourrir la vie, enfin qui peuvent en tout cas. Pas toutes, hein, heureusement. Oula. Mais certaines choses peuvent vraiment faire partir le hamster dans sa roue, dans le cerveau, dans la vie adulte. Et encore, quand c'est juste un moment comme ça, un moment comme ça, où selon la portée de l'événement, c'est soit on va en faire tout un énorme truc, on va le transformer. Donc en fait, c'est pour ça qu'on parle de perception de la réalité.
C'est la réalité, elle change pas. C'est simplement les yeux qu'on a sur la réalité qui se modifient. Ou alors ça, plus ça, plus ça, plus ça. Bah là, on rajoute un petit peu, tu sais, comme les couches d'un. Voilà, tu mets le burger là, puis t'as le pain, t'as le fromage, t'as la viande, t'as le machin, t'as le truc. Enfin, à la fin, ça te fait un énorme burger géant, quoi. Donc c'est pour ça que d'aller gratter les couches. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, mais surtout en fait, c'est pas trop aller gratter pendant 1000 ans. Moi, je suis pas trop pour ça, d'aller trop dans le contenu, parce que ce qui est fait, c'est au passé en fait. Mais c'est de reconnaître ce moment-là, de reconnaître l'émotion qu'on a eue à ce moment-là, et ce qui va permettre de calmer un petit peu, calmer un peu le système limbique là au niveau émotionnel, et dire ok. Coucou toi la peur, je sais que t'es là maintenant, je sais que t'as été là à ce moment-là, c'est pour ça que tu m'as fait faire ça. Maintenant, allez, on avance, tranquille. C'est ça. Ouais. Mais oui, moi je me souviens, c'est vrai que j'ai pas énormément de souvenirs de moments qu'on a passés ensemble, à part ton anniversaire et la phase voyage au ski. Voilà. Mais ouais, donc du coup, chanteuse et comédienne. Truc de ouf. Quand j'avais vu ça, je me suis dit, waouh! Ouais, j'ai commencé comédienne, j'avais 15 ans, j'ai fait les cours Florent pendant 3 ans. Après, j'ai continué, j'ai passé mon bac. Merci papa et maman. J'ai passé mon bac et là, j'ai fait vraiment un an, enfin, pendant 1 an, j'ai fait comment ça s'appelle, les cours Cochet, Jean-Laurent Cochet, à Paris. Et ensuite, j'ai fait les cours Alain de Bock et là, je suis allée aussi passer le concours national, du conservatoire. Et là, ça a été toute une histoire où là, effectivement, là, t'as les émotions x 8000, voilà. Il y a plein de choses. Après, ça a été une super belle expérience. Et ensuite, le chant est arrivé un peu plus tard. À la base, moi, je m'étais dit, mais je suis pas une chanteuse, quoi. Et puis, c'est en ayant quelques copains musiciens, etc., vers la vingtaine d'années, où là, il y en a un qui m'a dit, mais tu sais que t'as une voix sympa et tout, viens, on fait un truc. Donc là, j'ai commencé à chanter avec lui. Et puis de fil en aiguille, ça s'est fait. Et puis après, j'ai continué à chercher un autre guitariste. J'ai déménagé à Nantes, un autre guitariste, etc. Jusqu'à ce que je me rende compte que quand même, d'avoir un guitariste, de faire un couple comme ça, duo guitare-voix, c'est un peu la même chose que d'être en couple tout court. C'est-à-dire qu'il faut être d'accord sur la musique, il faut être d'accord sur vraiment les bases de ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Et puis voilà, ensuite, ensuite, il y a le côté commercial qui est arrivé. Un peu par hasard, beaucoup par hasard d'ailleurs. Et puis, donc j'ai débarqué dans ce milieu-là, et c'est pour ça aussi que la manière dont j'aborde la vente aujourd'hui dans le business, parce que donc du coup je vais faire ce pont-là, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui le métier que je fais, c'est un métier que je savais que j'allais faire déjà quand j'avais 20-25 ans. Je le savais. Par contre, je savais aussi que ce métier-là, je savais que j'allais être dans l'accompagnement. La forme, la manifestation de cette envie, je savais pas évidemment à 20 ans comment ça allait prendre. J'ai voulu faire une fac de psycho à l'âge de 20 ans, sauf qu'au moment où je voulais m'inscrire, la fac était blindée. J'ai continué mon théâtre. Et sauf que je savais, mais pourquoi plutôt vers la quarantaine? Parce que je savais aussi qu'il y avait une certaine maturité que j'allais avoir plutôt à 40 ans que j'avais forcément pas à 20, 25 ans ou 30 ans. Donc finalement, je me suis laissé du temps aussi à moi rouler ma bosse, cheminer sur mes expériences, etc. pour ensuite arriver vers 38 ans de mémoire à commencer à m'intéresser à la programmation neurolinguistique. Programmation neurolinguistique, c'est l'étude du comportement à succès. Et en fait, en gros, là, je vais faire une définition très simple de la PNL, c'est vraiment apprendre à mieux se connaître. Et du coup, quand on apprend à mieux se connaître, on apprend à mieux connaître les personnes. Et c'est aussi apprendre à mieux communiquer avec soi, donc avec les autres. Voilà ce que la PNL apporte. Et la PNL, c'est vraiment une attitude au jour le jour, au quotidien, quoi. Et puis ensuite, là, quand j'ai fait toute cette formation PNL, ça a commencé à vraiment me gratter, à vouloir accompagner l'humain. Et puis, quand j'ai débarqué dans le milieu d'entrepreneuriat, qu'est-ce que j'observe? J'observe que pour moi qui vendais depuis 11 ans, mais qui vraiment, c'était pendant la première année de mon expérience commerciale, c'est simple, j'avais un casque, j'appelais les clients de 9h à 17h, et je raccrochais, j'appelais, c'est ce qu'on appelle un money maker, et en fait, c'était toujours pour leur vendre. J'appelais le client pour lui vendre, tac, tac, tac. Donc, clients existants, je les appelais pour vendre. Et donc, quand j'ai débarqué dans le milieu d'entrepreneurs, j'observe que la vente, il y a une peur énorme de vendre.
Il y a cette impression de passer pour un marchand de tapis. Il y a la peur de déranger, la peur du jugement. Et toutes ces peurs, en fait, vont finalement, si on prend comme ça un espèce de grand tableau, et ben finalement, tout ce qui va découler, c'est je vais pas parler de mes offres, je mets pas le bon prix, je vais retarder le lancement, etc. Donc il va y avoir plein de conséquences par rapport au fait que cette perception de la vente qui est non, je vais pas déranger, je vais pas être un marchand de tapis ou je vais pas me transformer en DiCaprio dans le Loup de Wall Street. Non, c'est pas pour moi. Moi, je suis là pour aider les gens, je veux aider, etc. Sauf que, en fait, très vite, l'entrepreneur, il est rattrapé par cette idée. Parce que, en fait, entreprendre, c'est avoir un business, et avoir un business, c'est faire du CA. Et faire du CA, c'est vendre. Et que, en fait, il est tout à fait possible de vendre sans complexe. Et ça veut pas dire vendre à tout va, etc. Ça veut dire vraiment moi, mon univers, c'est la vente décomplexée. Et quand je parle de vendre sans complexe, c'est de se rendre compte que simplement, en fait, je te propose de t'aider à faire ça. Comme quelqu'un qui est web designer, par exemple, et qui va me faire mon site internet, il va m'aider à faire le site internet qui, moi, va me servir. Donc, c'est un service qu'il me rend. Mais en contrepartie, je vais lui donner de l'argent. Donc, c'est simplement un échange. C'est du troc. Il y a ce livre que j'ai lu quand j'étais gamine, et je pense que, tu vois, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ce livre, cette BD que j'ai lu quand j'étais gamine, il m'a été mis, c'est même pas qu'il m'a été mis dans les mains, c'est que je l'ai trouvé sur la table basse de mes parents un jour, et je l'ai lu, et il m'a marqué l'esprit. Je devais avoir 10 ans. C'est le Schtroumpf financier. Donc cette BD, le Schtroumpf financier. Où dedans, en fait, les petits Schtroumpfs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils vont en ville, à un moment donné, avec un humain, ils vont en ville, et là, ils voient quoi? Waouh, ils se donnent de l'argent quand ils sont en train d'acheter, etc. Ils se donnent de l'argent, machin. Du coup, le petit Schtroumpf, quand il rentre au village, il dit « les gars, on arrête le troc, là, on fait tout avec de l'argent. » Et cette BD, ce qui m'avait déjà marqué à l'époque, pourtant, encore une fois, j'étais vraiment jeune, c'est que ils se sont vite rendus compte, les petits Schtroumpfs, que ça allait pas si c'était fait d'une façon qui était vraiment dans le forcing. Quand il y avait cette histoire d'argent, cette notion argent, que ça le faisait pas. Et donc, ils se sont rendus compte que quand il y avait eu du troc, c'était une relation, et que quand il y avait eu l'argent, il fallait aussi qu'il y ait toujours cette relation qui se passe entre les Schtroumpfs, comme nous les humains. Comme nous les humains. Donc du coup, c'est pour ça que vendre sans complexe, c'est tout à fait possible à partir du moment où on vend avec sa personnalité. Et c'est ça d'ailleurs qui va faire que les prospects vont acheter, c'est qu'ils vont acheter une offre qui répond à leurs besoins, et ils vont acheter aussi la personne derrière qui a créé cette offre. Et cette personne-là, c'est l'entrepreneur. C'est la nana qui a créé son offre et qui va du coup en parler tellement naturellement que même parfois, la personne en face va dire « Bah vas-y, c'est bon, tu m'as convaincu, on commence quand ?» Et là, ça s'appelle vendre sans même s'en rendre compte. Donc c'est beau de faire comme ça. Et tout ça, pour ça, il faut lâcher du lest au mental. Faut revenir à ce moment présent. Ce qui est passé est passé. Ce qui est futur n'existe pas encore. Ce qui compte là, c'est le focus du moment présent et de dire, OK, là, je suis dans une période de vente. J'ai un appel découverte. Je vais me focus sur la personne en appel découverte. Je vais répondre à ses besoins. Je vais poser des questions ouvertes et je vais rentrer en relation. Et la transaction, elle suivra. Et si elle suit pas, c'est pas grave. Elle suivra sûrement demain. Alors, ce qui est très bien avec Fanny, c'est que je n'ai même pas besoin de lui poser des questions. C'est qu'elle fait un podcast toute seule. C'est vrai quand je Parce que tu sais qu'on avait des questions qui étaient prévues. Tous les micros, il faut pas me les laisser. Je chante ou je parle. Parce que du coup, donc la première question, c'est bon, t'as répondu, c'était quel est ton parcours? Tout va bien? Génial. Alors, après, c'était comment on fait pour vendre sans s'en rendre compte. Donc ça, t'as répondu plus ou moins, finalement. Oui, est-ce que je rajoute quelque chose? Comment on vend sans s'en rendre compte? Écoute, vas-y. Le truc que j'insisterai plus sur ça, plutôt que de rajouter quelque chose, finalement, c'est vraiment d'aller s'explorer soi-même. Pourquoi s'explorer soi-même? Parce que plus on rencontre les parts de nous-mêmes, plus on apprend à se connaître et plus on va aller voir, aller toucher, vraiment aller saisir sa zone de génie. Et quand on découvre cette zone de génie, ça, elle nous appartient et c'est là-dessus qu'en fait, on va pouvoir déployer après toute notre manière de vendre. Et ensuite, il va y avoir cette histoire de s'adapter à la personne qu'on a en face. Voilà, il y a une question aussi d'adaptation. Mais si sa zone de génie, on l'a trouvée, il y a déjà une bonne partie du chemin qui est faite. Ok. C'est quoi les principes fondamentaux de l'approche de la vente sans
comment tu dis, sans complexe, sans s'en rendre compte. Ouais, de vendre sans complexe. Les principes fondamentaux de vendre sans complexe. Alors c'est un petit peu ce que je disais juste avant. Maintenant, si je dois le faire d'une façon un petit peu plus structurée, quand voilà, on a un business qui est avec tel type d'activité. Bon, peu importe l'activité. On va du coup avoir un positionnement. Déjà, ce positionnement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un positionnement qui soit assez clair, efficace, impactant et qui parle à la majorité de l'audience, des prospects. Ensuite, il va y avoir l'élaboration d'une offre. C'est si on a une offre signature ou l'élaboration de plusieurs offres. Ça dépend aussi de l'échelle de richesse qu'on veut mettre à son business. Ce qui est important dans l'offre, c'est, et c'est là où c'est un principe fondamental, c'est déjà de répondre à un besoin, mais aussi de fixer le bon prix. Et quand je parle de bon prix, j'ai envie de dire plutôt, juste prix. Un prix qui est juste pour soi, dans le sens où un prix qui est juste pour soi, c'est OK, combien je veux gagner à la fin du mois, mais combien je veux me payer en fait, moi, à la fin du mois. Parce que ça, c'est important de pas courir après l'argent, parce que c'est là où la relation à l'argent peut commencer à gratter un petit peu. Et c'est là où aussi les plus beaux moments où j'ai pu vendre, mais comme ça, mais des contrats vraiment assez énormes, c'est les moments où, au final, j'étais complètement détachée de ce que je vendais. C'est-à-dire que le client, je disais, écoute, là, ça c'est un truc, mais si tu le prends pas, c'est quand même hyper dommage pour toi, c'est un truc qui va vraiment te faire décoller. Et derrière, je l'achète. Il achète pas, détachement. Et ça permet aussi si à l'inverse, la personne, non mais si, il faut que tu l'achètes parce que ça, là, c'est la personne en face qui va se détacher. Donc il y a vraiment une certaine forme de confiance à avoir dans son offre parce ce qu'elle apporte au client et le prix. Et quand on a un juste prix, quand on sait que la valeur qu'on a mis derrière et ce qu'on apporte, ça a aussi une valeur, à ce moment-là, on peut la vendre de manière décomplexée, en parler tout le temps, parce qu'on est convaincu, et quand on est convaincu, on est convaincante. C'est vrai, quand on est convaincu, on est convaincante. J'adore. À ton avis, c'est quoi les compétences clés qu'un professionnel du mariage ou une professionnelle du mariage doit développer pour maîtriser cette façon de vendre ? La préparation. La préparation, pour moi, c'est le 20-80 de la réussite par rapport à quand on veut vendre et de façon naturelle et quand on veut vendre tout court. Dans le sens où une fois qu'on a préparé son offre, une fois qu'on a fixé un prix qui est OK pour nous et pour notre business, il y a toute cette histoire de préparation par rapport à l'offre. OK, comment je vais communiquer dessus? Comment je vais la vendre? Quelles sont les objections potentielles que je peux recevoir avec cette offre? Et en fait, plus on va préparer le terrain, et plus, quand on sera sur le terrain à exposer son offre, on sera prêt et du coup, on pourra répondre à la personne. Donc, il y aura pas de cette histoire de déstabiliser par rapport au retour. Deuxième compétence qui me paraît importante, c'est le fait de lâcher prise. On est préparé, on y va. Je confirme. On est préparé, on sait ce qu'on va dire. Et une fois qu'on l'a dit, une fois qu'on a balancé, donc on a sorti l'information que ce soit par écrit ou à l'oral, le résultat ne nous appartient pas. On ne peut pas contrôler le résultat. Donc il y a une forme de lâcher prise qui est importante d'être là, parce que s'il n'y a pas ça, ça veut dire qu'encore une fois, on a le cerveau dans le lave-linge, et comme le cerveau n'a pas de limite dans son imagination, parce que le cerveau, en plus, il faut savoir qu'il est économe. Il consomme 20% de notre énergie. Donc, c'est pas un feignant, c'est juste qu'il est économe. Donc, comment il fait, le cerveau? Il a des biais cognitifs. Il utilise des raccourcis, les biais. Et dans les biais cognitifs, il y a ce fameux biais de la négativité. Et donc, à chaque fois, si on commence à laisser le cerveau dans le lave-linge, il y a le biais de la négativité qui va venir. Et ça va être quoi? Ça va être les peurs. Ça va être ça marchera jamais, etc., etc. Et après ça, vu qu'on s'est bien dit ça, il peut y avoir le biais de confirmation. Ah tu vois, je t'avais dit. C'est ça. Donc, du coup, c'est vraiment voilà, on ne peut pas tout contrôler, surtout pas comment une offre va se vendre, parce que là, en plus, imagine, on balance une offre, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Internet, sur notre site Internet, ou même si on fait un espèce de pitch devant 5000 personnes dans une salle de concert, mais est-ce que on peut contrôler 5000 humains? Non. 5000 ou un humain, on ne peut pas le contrôler. La seule personne qu'on peut contrôler, c'est nous.
Et c'est pour ça qu'encore une fois, je dis, ça va toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que nous, on peut contrôler notre mental. On peut décider tout de suite, là, maintenant, d'arrêter d'avoir ce cerveau dans le lave-linge. Alors, je dis pas que ça se fait facilement, mais ça se fait par la répétition, par la pratique, par la méditation, par la respiration, par le détachement, par plein d'outils comme ça. Et quand je parle de répétition, c'est pas une méditation qui va régler ça, c'est pas une respiration, c'est pas juste de pas y penser pendant 10 minutes. Non, je m'amuse à dire à chaque fois, si par exemple il y a une peur, toujours la peur de ouais, il va me dire non. Et là, ok, tu regardes la peur, tu dis ok, coucou la peur. Qu'est-ce qui fait que tu viens me dire ça là? C'est quoi? T'as peur de quoi? En quoi c'est utile pour moi d'avoir cette peur? De quoi elle me protège, cette peur? Donc voilà, quand je dis vraiment d'aller vers l'intérieur, c'est commencer à se poser des questions. Et puis, j'avais une 3e compétence qui est la communication. La communication, super importante. Et là, quand je parle de communication, il y a 2 choses. Il y a le langage précis. Quels sont les mots que j'utilise quand je suis en communication, en échange avec quelqu'un, qui va être très important. Parce que, par exemple, si je dis non, mais ça, c'est une œuvre super. Non, mais déjà, c'est quoi ça? On parle de quoi? Là, il y a une omission dans la phrase. Donc déjà, on parle de quoi? Donc voilà, langage spécifique, précis. Ensuite, il va y avoir aussi dans la communication, même quand on communique pas, on communique. Donc si on est en visio, en appel découverte, et que au bout d'un moment on dit non mais tu vas voir, c'est une œuvre géniale. Bon, là, par contre, on a là pour ceux qui m'écoutent et qui me voient pas, j'ai fait exprès une incongruence qui est que j'ai dit c'est une œuvre géniale et puis j'ai levé les yeux au ciel, qui veut dire que finalement je suis pas très sûre. Donc aussi, si je dis non mais tu vas voir, c'est vraiment il y a quelque chose dans cette œuvre qui va pouvoir t'aider. Et si là la personne, elle me dit comment ça et que je lève les épaules, ça c'est un signe de je sais pas. Et ça ça peut être des micro, là j'extrapole les mouvements, mais ça peut être des micro mouvements qui peuvent faire dire inconsciemment à la personne en face je sais pas, je suis pas sûre. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment aussi toute cette posture à avoir, non seulement dans son langage que aussi dans son physique, qui va jouer, parce que le cerveau, il fonctionne comment? Et ça je rebondis, oui, je parle du cerveau beaucoup parce que avec la PNL aussi j'ai été formée en neurosciences. Je raccroche les wagons. Parce que le cerveau, il reconnaît que ce qu'il connaît. Donc si la personne en face, ça c'est les neurones miroirs, si la personne en face, elle a déjà, admettons, dans son 0,25 ans, ou alors elle a expérimenté ça quelque part, d'avoir quelqu'un en face qui sait pas et qui a les épaules comme ça, qui se rehausse à chaque fois. Par exemple, ça peut être un parent qui, à chaque fois qu'il savait pas, il levait les épaules. Mais inconsciemment, le cerveau, il va reconnaître ce qu'il connaît et la personne en face va se dire ah ouais, non mais c'est bon. Elle va le penser, elle va peut-être pas le dire. Donc voilà. Donc c'est pour ça que voilà, la communication en 3e compétence, ça aussi c'est important. Est-ce que t'en vois d'autres? Moi, je crois pas qu'on ait parlé de l'écoute active. Alors ça fait partie de la communication. Voilà. L'écoute active, qu'est-ce que c'est écouter activement? Écouter activement, et là je reviens dans le moment présent. Plus on va être dans une présence interne, un état interne de présence, c'est-à-dire que le mental n'existe pas. C'est-à-dire que la notion du temps elle est pour moi illusoire déjà à la base, mais elle est illusoire quand on est dans l'écoute active. Quand je parle de cette notion du temps, c'est qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il y a juste là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? C'est ce fameux ici et maintenant. Et c'est ce qui permet à la personne qui écoute d'être à 100% connectée à ce que l'autre personne dit, d'avoir les informations nécessaires, aussi d'élaborer une espèce de derrière les mots, qu'est-ce qu'il y a derrière, quelles sont les couches qu'on peut enlever derrière pour vraiment aller voir ce qu'il y a derrière les paroles, et qu'est-ce que ça va permettre à la personne écoutée de se sentir comprise, de se sentir valorisée, de délayer plus d'informations que ce qu'elle aurait pu délayer, puisque elle, encore une fois, elle se sent écoutée. Et pour la personne qui écoute, c'est aussi l'occasion d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans le monde de la personne en face, comment la personne perçoit son monde, qui va lui donner des informations sur justement, comment je peux rebondir quand cette personne dit ça? Est-ce que j'ai envie d'aller creuser un petit peu plus ce sujet-là ou ce sujet-là? Et donc, en fait, l'écoute active, ça permet d'être vraiment dans cette présence qui va permettre au cerveau d'être focus. Encore une fois, le cerveau consomme 20% de notre énergie, donc le focus, il en raffole. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de scénarios où on peut vendre sans s'en rendre compte, particulièrement dans le contexte du mariage? Donc, par exemple, je sais pas, choisir un métier du mariage, ça peut être wedding planner, photographe.
Ouais, bah je peux choisir photographe si tu veux. Et des contextes, tu parles dans quel genre d'environnement? Réseau social, plutôt physique? Bah, comme N'importe quel environnement. Tu peux faire les deux à la limite. Peut-être justement. Alors, sur le réseau social, ce qui va faire que le photographe va vendre sans vendre, c'est-à-dire vendre sans complexe, ça va être la qualité des photos qu'il va mettre sur son compte. Ça va être aussi l'univers que lui propose. Ça me fait penser à ce métier également de tatoueur, c'est-à-dire que les tatoueurs, ils vont avoir ils vont avoir leur façon de tatouer. Il y en a qui vont être spécialisés dans les têtes de mort, il y en a qui sont spécialisés dans les fleurs du Japon, il y en a qui sont spécialisés, etc. Pour les photographes, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est pareil. Et le photographe, il va avoir son univers qui va être plutôt dans un côté classique, son univers qui va être plutôt dans un univers peut-être un peu plus déjanté, ou un peu plus portrait, ou un peu plus voilà. Donc c'est vraiment de créer autour de sa patte de photographe l'univers visuel que le consommateur, le prospect va pouvoir tout de suite voir, ok, là je suis dans quel univers? Est-ce que ça me correspond ou pas? Est-ce que la façon dont je vois mon mariage, est-ce que ça correspond par rapport à cet univers du photographe? Et ça c'est super important parce qu'il y a rien de pire que le jour J, surtout que le jour du mariage, c'est censé être le jour le plus important de notre vie. Il y a rien de pire que d'avoir un photographe qui fait des photos qui ne correspondent pas à notre personnalité. Il me semble, n'étant pas mariée, mais j'ose imaginer. Donc du coup, c'est pour ça que plus le photographe, à mon sens, va avoir des photos qui lui correspondent au mieux, plus il va connecter avec son client idéal. Aussi, dans sa façon de communiquer, la personnalité qu'il va dégager. Il me semble aussi que quand on choisit un photographe pour un mariage, on va avoir envie de quelqu'un qui nous ressemble, avec qui on va se marrer, avec qui on va oser dire ça j'aime bien, ça j'aime pas. Et je pense que une mariée ou un marié qui n'ose pas dire au photographe, écoute ça, je préfère qu'on le fasse dans cet endroit-là, mais pas au parc, parce qu'au parc on n'aime pas trop, pour x, y raison, il faut que le marié ou la mariée soit complètement à l'aise pour communiquer ça au photographe. Donc du coup, c'est là où on voit que la vente est une relation, la vente est une transaction. Parce que là, on n'est que dans le relationnel, on n'est que dans le relationnel. Ensuite, pour le photographe, ça va être aussi sur le réseau social. Donc du coup, c'est toujours, moi je trouve que, bon, après ça c'est un avis personnel. Il y en a qui veulent pas montrer leur tête ou qu'on entende leur voix ou faire des vidéos, etc. Et c'est complètement ok. Ça n'empêche pas du tout la vente. Ça n'empêche pas la connexion. Ça c'est des fausses croyances. Mais le fait on peut montrer sa patte d'une manière complètement différente, mais le fait de faire ça aussi, de montrer vraiment, de dire voilà, par exemple, de faire un espèce de film de la journée en accéléré, un vlog là, de comment moi je prépare le mariage et comment je photographie les mariés du matin jusqu'au soir. Voilà comment je travaille. Donc montrer comment on travaille aussi, ça peut être très intéressant pour le photographe ou toutes les autres activités d'ailleurs. Donc ça c'est pour le réseau social. Et quand c'est en physique, tout dépend du photographe où il est, mais admettons il est dans un after work, ou alors il y a pas mal d'entrepreneurs, enfin, ou alors je sais pas, il est entouré de pas mal de pros du mariage, etc. Donc là il y a de la collaboration qui peut être créée, etc. Donc c'est encore une fois, ce qui est intéressant, c'est la communication, c'est-à-dire d'avoir préparé son pitch, d'avoir préparé sa présentation qui dure entre 1 et 1 minute 30, de sorte quand on se présente, il n'y a pas la goutte au front sur la personne en face. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de parler pendant 10 minutes d'une présentation. Donc, il y a encore une fois cette présentation et aussi de poser des questions ouvertes, de s'intéresser. Quelle est votre vision? Comment vous voyez le photographe le jour de votre mariage? Pour vous, c'est quoi un bon photographe le jour de votre mariage? Voilà, ce genre de questions qui va permettre au photographe de voir si déjà il y a une connexion qui se fait avec le prospect, et qui va aussi permettre d'avoir des informations sur ce qu'attend le prospect. Donc du coup, il va y avoir donc cette partie visibilité, comment je me présente, je me lâche la grappe et j'envoie toute ma personnalité. Je suis complètement naturelle quand je vends, je suis moi, je suis pas en train de jouer un rôle, je suis moi. On enlève les masques, les masques, on enlève ça. Parce que de toute façon, un masque, c'est comme j'adore dire, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Le masque, ça va très vite de mettre un masque, mais dans une relation à long terme, et qui peut se répéter sur d'autres relations. Et la vente aussi, c'est aussi le fait de se faire recommander.
Et ben du coup, le masque, il peut aller très vite on peut prendre très vite un masque, mais par contre, pour créer une connexion et une relation profonde, autant être soi, parce que de toute façon, demain, on va pas se changer en 2 secondes en fait. On va pas, voilà, il y a un fond qui est là et on va pas se changer en 2 secondes. On peut s'améliorer, on peut évoluer, on peut tout ça, mais j'ai quand même, alors j'assume d'avoir cette croyance-là. Je ne crois pas qu'on se change à 100% sur notre profonde personnalité. C'est comme disait Carl Gustav Jung, il y a le soi. Et justement, le but de notre chemin dans la vie, c'est d'aller vers la réalisation du soi, avec un S majuscule. Dis donc, on va pouvoir en sortir des punchlines de cet épisode, c'est bien. J'adore. Quel conseil tu donnerais quand même à quelqu'un qui se lance pour vendre de la meilleure façon qui soit? Même si voilà, ça peut être un résumé de tout ce que tu nous as dit, mais voilà, quelqu'un qui se lance vraiment et qui a jamais encore vendu ses services, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? D'y aller. De se casser la figure, de se rétamer, d'arrêter d'attendre, de kiffer, de se rétamer, de kiffer, de se rétamer en fait, de kiffer, de se rétamer, d'y aller en y croyant, avec une conviction. Ok, j'y vais, même si c'est pas prêt, même si l'offre elle est pas parfaite, même si, ok, j'y vais, parce que de toutes les façons, quand on fait rien, on peut pas savoir. Là, un bon exemple. Je suis invitée à un anniversaire, je suis célibataire. Si j'y vais pas, comment je peux savoir si je vais rencontrer quelqu'un? Je peux pas savoir. Ah, si j'y vais pas, c'est sûr, je sais, je vais rencontrer personne. Ça, c'est une certitude. Si j'y vais, au moins, je saurai. Après, ok, t'as rencontré quelqu'un, c'est cool. Ou ok, t'as pas rencontré quelqu'un. Mais au moins, il y aura un feedback. Mais si j'y vais pas, il y aura pas de feedback, il y aura rien. Donc, du coup, y aller. Y aller. C'est comme dans tout, en fait. On a envie de faire quelque chose. On y croit. Parce qu'on croit à notre zone de génie, on croit à cette offre, on croit qu'on peut aider un maximum de personnes, on y croit à ça. C'est là, c'est la forme matérielle de ce qu'on a, de ce qu'on a construit dans le mental. Et là, hop, on sort le truc et on y va, sans cette crainte de se rétamer. S'il y a un cassage de figure qui arrive, feedback. Et le feedback, c'est un cadeau. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Comment je peux les faire les choses autrement? C'est un cadeau. Mais si on n'a pas de feedback, comment peut-on s'améliorer? Je laisse une question ouverte comme ça. Je la pose. Ça fait longtemps que j'ai pas posé cette question, mais c'était quoi la pire période de ta vie? Eh ben, alors, ça se ressemble un petit peu. C'est les périodes de gros changements. Gros changements. Et il faut dire qu'avec du recul, c'est vrai que c'est quelqu'un qui me l'a dit il y a pas longtemps et moi, je m'en étais pas rendu compte. Parce que je racontais un petit peu ma vie, je connaissais pas cette personne, et puis quand je disais que je m'amusais à dire que j'étais dans ma 3e vie, en disant voilà j'ai fait ça, comédienne, après commerciale et après aujourd'hui coach et formatrice, la personne m'a dit oulala bah toi les changements ça te fait pas peur. Et là je me suis dit bah ouais c'est vrai, enfin en même temps non, enfin en même temps bon je sais pas, bon vas-y, bref, ok. Et c'est vrai que, mine de rien, c'est les deux changements que j'ai eus aujourd'hui, donc de passer de comédienne à chanteuse, donc vraiment dans le milieu artistique, d'être entourée que de ça, etc. Donc c'était des environnements complètement différents. Et de passer à commercial, puis ensuite de salarié à entrepreneur. 2e changement, la grosse période déséquilibrante. C'est complètement normal en fait. Donc ça a été à la fois des périodes des périodes pas cool parce que c'est un déséquilibre qui s'installe dans un changement, mais en même temps là c'était toutes ces espèces de souffrances qu'on peut avoir dans un déséquilibre dans des périodes de changement. Et ben après, il y a un rééquilibre qui s'installe et là par contre, c'est pour quelque chose qui va commencer à vouloir dire quelque chose. Et j'ai cette croyance que rien n'arrive par hasard. Et le fait de faire confiance en la vie, et ben quand on est dans des périodes où on est vraiment en down quand je dis down, c'est des périodes de déséquilibre qui peuvent vraiment nous faire poser des questions et on va poser des questions sur nous, il y a il y a le coucou monsieur l'imposteur à fond de ouf. Donc il va y avoir plein de choses, le biais de la négativité qui va être là aussi qui va dire coucou, mais c'est dans ces périodes-là où je pense que la transformation intérieure se fait d'une manière significative. Et c'est justement dans ces périodes-là où plus on va être à l'encontre de soi et plus on va permettre à cette transformation de faire un avant, un après. Donc oui, c'est des moments qui sont pires, mais en même temps, il y a toujours cette polarité de meilleur. Et pire et meilleur, quand on regarde dans un tout, dans son unicité, eh ben il n'y a pas de pire ou meilleur, c'est juste là. Ok. Parce que ma question d'après sur cette question-là, c'est qu'est-ce que tu dirais à la personne qui vivait ce moment-là avec le recul que tu as sur la situation maintenant? Donc là, tu m'as parlé d'événements pro, mais ça peut être aussi des
des problèmes perso que tu as eu Des problèmes perso, une période qui vit un changement assez intense en ce moment. Mais en gros, qu'est-ce que je lui dirais ? En gros, qu'est-ce que toi tu dirais à la Fanny qui a vécu les moments de merde qui sont passés par ta vie, tu vois ? Alors, je dirais à la Fanny qui a vécu ça, et d'ailleurs, puisque toute évolution et tout est mouvement dans la vie, il est possible, parce que la vie nous met au défi. La vie nous met au défi, et derrière un défi, il y a une leçon. C'est de s'arrêter, de se poser. Je lui dirais ça à Fanny, je lui dirais, ok, là, la vie te met un défi sur ton chemin. Observe ce défi. Quelle est la leçon qui est derrière ? Et une fois que t'as l'information, fais confiance à ce qui va se passer. Fais ce que tu dois faire. Fais ce qu'il y a à faire. Ne reste pas dans l'inaction. Ne sois pas non plus toujours dans l'action. Ça, je lui dirais vraiment ça. Je lui dirais, ne sois pas toujours dans le faire, mais sois aussi dans l'être. Parce que finalement, quand on se rattache à l'être, on est dans le moment présent. Et quand on est dans le moment présent, c'est ça aussi qui est une forme de lâcher prise. Et la plus belle définition que je pourrais donner au lâcher prise, c'est accepter ce qui est et dire oui à ce qui n'est pas. Donc, je lui dirais tout ça à cette Fanny. Et d'ailleurs, par moment, aujourd'hui, depuis que j'ai pris conscience de ce que je suis en train de dire, quand il y a soit des mini-défis ou des plus gros défis qui arrivent dans ma vie, je reconnais mes émotions, je parle à mes émotions. D'ailleurs, je disais à une copine hier, c'est marrant parce que hier, je disais à une copine, non mais tu sais que je commence à devenir schizophrène avec mes coucou, ça va madame la peur, coucou la madame la colère, qu'est-ce que tu veux ? Mais c'est vraiment l'émotion, elle a besoin d'être reconnue, c'est un des besoins primordiaux pour ça. Et on fait le test sur les enfants, c'est magnifique. Du coup, voilà, de reconnaître l'émotion qu'il y a derrière et de communiquer avec soi et de se faire confiance. Donc, d'accepter, en fait. Accepter ce qui est. C'est ça que je dirais à la Fanny. Et c'est ça que j'incite à tous ceux qui nous écoutent. C'est que je dirais défi égale leçon cachée, ou leçon derrière, ou leçon qui se voit, mais bref, leçon, égale acceptation, égale lâcher prise. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la fin de cette année et le début de l'année prochaine ? Qu'est-ce que tu peux me souhaiter ? Il y a plein de choses. Moi, j'ai envie de plein de choses. J'ai envie de développer encore plus le business. J'ai envie de collaborer encore plus, puisque j'adore les collaborations, j'adore le collectif, j'adore partager, j'adore fédérer, j'adore rencontrer. Enfin bref, tout ça, j'adore. Alors, je vais dire quelque chose de très personnel par rapport à la relation. À la relation personnelle, je parle du couple. Ce que tu peux me souhaiter, c'est une relation harmonieuse avec le sexe opposé. Très bien. Et sans complexe. Ok. Je cherche un, non, mais je vais pas me lancer là-dedans, parce que j'ai cherché un truc avec la vente et tout. Non, mais non. Là, voilà. Mais c'est pareil. Non, mais tu sais que cette histoire de vente sans complexe, de toute façon, ça vient pas de nulle part. C'est-à-dire que je suis à la base une femme totalement décomplexée, qui peut parler de tout. De tout. Peut-être qu'un jour, tiens, je l'ai jamais dit ça, c'est une exclusivité pour ton podcast. Peut-être qu'un jour, je bifurquerai, pas tout de suite, mais dans quelques années, je bifurquerai, toujours dans l'accompagnement, mais plutôt orienté couple. Et justement, d'instaurer une communication et un lâcher prise pour vivre le couple d'une façon sereine, que ce soit des relations harmonieuses, avec un échange, et de se permettre de tout se dire au sein d'une relation, et que tout est ok. Voilà. Donc, ça sera le couple sans complexe. Eh ben, écoute, je te souhaite tout ça. Merci infiniment pour cet épisode. Merci à toi, merci beaucoup Magali. Je pense que il va aider beaucoup de monde et que on s'y attendait pas, parce que on te connaît pas forcément dans le milieu du mariage encore, même si maintenant, vu que tu fais partie du challenge Made for Weddings, tout le monde te connaît. En tout cas. Yeah! Mais bon, il y a toujours 80% de la population qui ne voit pas nos posts, donc ils vont te découvrir à ce moment-là. Et je pense que ça sera une belle découverte pour eux. Voilà. Merci pour cette invitation, c'était au top. À très vite. Merci, à très vite. Salut à tous. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, partage-le autour de toi et surtout sur Insta en nous taguant Fanny, your partner et moi, le Wedding Gang, ça nous fera trop plaisir. Et bien sûr, tu peux toujours mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify à Wedding Divan, c'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.